Plus de 8000 électeurs, 24 candidats dont une femme, 23 041 bureaux de vote. Les Maliens sont allés aux urnes ce dimanche dans un contexte d'insécurité au nord et au centre du pays. Quelques localités du nord n'ont pas pu voter pour cause de tensions. Bureaux de vote saccagés ou brûlés. C'est une session, cette info qui sera largement consacrée donc à la présidentielle malienne. Bonsoir et bienvenue à tous. Plus de 8 millions donc d'électeurs appelés aux urnes ce dimanche au Mali, jour de mariage mais aussi jour de vote donc sur toute l'étendue du territoire national. Pour en parler, des invités sur ce plateau du 7 Info, Yacouba Ouedraogo, il est directeur adjoint de campagne de Soumaïla Cissé au Burkina Faso et porte-parole du directoire. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Avec nous également sur ce plateau, Siaka Koulibaly, analyste politique. Les questions électorales, il les connaît très bien en tant qu'acteur de la société civile. Bonsoir. Bonsoir. Et Lionel Bilgo, directeur de publication, l'analyste. Bonsoir, Lionel. Bonsoir. Merci de répondre à l'invitation. Et tout de suite, nous allons suivre déjà l'ambiance ce matin dans les bureaux de vote ici au niveau de Ouagadougou, puisque les Maliens du Burkina ont effectivement voté. Faible affluence ce matin à l'ambassade du Mali, l'un des lieux de vote des Maliens vivant au Burkina Faso. Les deux bureaux de vote ont ouvert à 8 h, mais jusqu'à 11 h. Ils étaient une quarantaine à mettre leur bulletin en l'une sur environ 500 électeurs. L'une des raisons qui explique cette situation, c'est la confusion autour des pièces d'identité requises pour le vote. Ça a mal commencé parce que la loi électorale n'était pas respectée, parce que des électeurs sont venus munis seulement de leur carte d'électeur, qui est normalement l'unique document pour voter. Et à leur surprise, ils ont été informés dans le bureau de vote par le président du bureau de vote qu'il fallait être muni aussi de sa carte d'identité, et ils n'avaient pas amené la carte d'identité. Donc beaucoup se sont fâchés, ils sont repartis. Il serait une quarantaine d'électeurs à avoir été refoulés. Alors que sur la question des pièces à fournir pour le vote, le code électoral est formel. Le vote du citoyen est soumis à certaines conditions prévues par la loi. 2 points. Première condition, inscription sur la liste électorale. Deuxième condition, détention de la carte d'électeur biométrique. Donc si tu as la carte d'électeur et tu es inscrit sur une liste, tu dois voter. Selon les commissaires de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, la consigne a été donnée par l'ambassadeur du Mali au président des bureaux de vote. Le président national de la CENI a été aussitôt saisi. J'ai appelé le président national de la CENI, M. Amadouba, qui m'a attesté que lui-même il vient de voter uniquement avec sa carte d'électeur. Il n'a pas besoin de carte d'identité, ni carte NINA pour accompagner carte d'électeur, contrairement à la décision ou la note de service que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, a donnée aux différents présidents des bureaux. Hormis ces irrégularités, ceux qui ont pu accomplir leur devoir citoyen fondent beaucoup d'espoir sur le candidat qui sortira victorieux de ces élections. On attend de lui quelqu'un qui puisse rassembler tous les Maliens et dans la paix, surtout, parce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Parce que sans paix, il n'y a pas un développement sûr. On a passé les 5 dernières années dans une crise jamais vue. Et on a envie maintenant d'une alternance pour que le Mali puisse avancer. Aussi bien cet enjeu-là, il est important même pour la sous-région, pas seulement pour le Mali. Présent depuis l'ouverture des bureaux de vote, l'ambassadeur du Mali au Burkina Faso veut s'assurer que tout se déroule dans les meilleures conditions. Les Maliens qui sont au Burkina ont encore en mémoire la façon dont les élections présidentielles se sont déroulées ici. Aucun incident, aucune protestation. Donc les Maliens vivant sur le territoire burkinabé ont cela en mémoire. Pour eux, c'est un défi à relever. Et je crois que, s'il plaît à Dieu, ce défi sera relevé. Au Burkina Faso, ils sont au total 8777 Maliens inscrits sur les listes électorales.
À Ouagadougou, ils sont environ 2500 électeurs répartis dans 8 bureaux de vote. Voilà. On aurait voulu avoir effectivement les représentants, notamment des deux principaux candidats, Soumaïla Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta, mais malheureusement, on n'a pas pu avoir en tout cas le représentant d'Ibrahim Boubacar Keïta sur ce plateau. Le représentant donc de Soumaïla Cissé avec nous, Yacouba Ouedraogo, est effectivement jour de vote. Et tout à l'heure, on l'a entendu, hein, ce petit débat autour du document de vote. Ça vous a surpris, vous, au niveau du camp Soumaïla Cissé? Oui, naturellement. Il faut dire d'abord que, il faut saluer l'esprit républicain des Maliens vivant au Burkina Faso, parce que nous avons été surpris de cette décision de l'ambassadeur. Et il faut dire que c'est depuis hier, après la rencontre entre les différents candidats de l'opposition et le Premier ministre et le ministre de l'administration territoriale du Mali, que cette décision a été prise. Parce qu'il était question de procuration, il était question d'un certain nombre des velléités que l'opposition avait relevées, c'est-à-dire au niveau de la centralisation des résultats, la présence des superviseurs et des représentants des membres des bureaux et des partis politiques, des candidats, tout ça, ça a été discuté hier et le Premier ministre avait fait un communiqué là-dessus. Et ce matin, d'abord nous avons constaté par Bobo qu'il y avait des difficultés de voter, nos militants avaient des difficultés, ils ne parvenaient pas à voter avec leur carte d'électeur. Pourtant, la carte d'électeur, on avait dit clairement qu'avec la carte ININA, on ne pouvait pas voter. La carte ININA, c'était la carte d'électeur du vote passé. Maintenant, la nouvelle carte d'électeur là a été retirée même par les électeurs avec la carte NINA. Il fallait présenter la carte NINA pour pouvoir avoir la carte d'électeur actuelle. Donc, les gens se présentent au bureau, à leur bureau de vote, et on les refoule, soi-disant d'aller chercher la carte consulaire, la carte d'identité du Mali. C'était vraiment aberrant. Et il y a eu de peu une altercation allait s'interposer entre l'ambassadeur et les représentants de certains partis politiques, c'est-à-dire de l'opposition de Soumaïla Cissé, de Moro Silvé et autres. C'était vraiment déplorable. Pourtant, il avait reçu le document. Nous ne savons pas pourquoi il a joué à ce jeu-là. Mais il faut dire qu'en plus de ces difficultés, il y a eu plusieurs difficultés au Burkina Faso. Parce que les bureaux de vote sont répartis à Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Kanchari. Mais imaginez-vous que des électeurs qui sont à Dakola étaient inscrits à Kanchari. Des électeurs de Djibo, de Dori, de Grom ont été inscrits à Kanchari. Nous, on était obligés de louer des cars pour faire acheminer nos électeurs pour qu'ils puissent aller voter. Voilà. Pas facile tout ça. Alors, Siaka Coulibaly, là c'est une situation, hein, alors qu'on est à fond dans le débat sur la nature des cartes qui devraient servir à voter pour notre diaspora, voilà une situation qui se pose pour les Maliens du Burkina. Et tout à fait. Effectivement, c'est un exemple qui illustre les difficultés que peuvent représenter les choix du document utilisé pour les élections. D'abord pour l'enrôlement. En ce qui nous concerne ici, il s'agit des documents nécessaires pour l'enrôlement, où la carte consulaire a été exclue dans les propositions de modification qui sont faites. Donc c'est là donc les difficultés que les différents pays connaissent dans l'organisation des élections, qui malheureusement sont récurrents et qu'on a du mal à dépasser d'année en année. Et pour la plupart, depuis l'accession de ces pays au fichier électoral biométrique permanent, on avait pensé que ces difficultés seraient derrière nous. Malheureusement, le cas malien d'aujourd'hui vient nous montrer encore qu'il y a encore du pain sur la planche et qu'il va falloir encore travailler pour que les acteurs chargés de la gestion des élections respectent les règles qui sont prévues et qui sont réellement celles en vigueur. Voilà. Lionel,
C'est un cas-là encore qui vient poser cette difficulté, une question d'actualité pour notre pays. La question des documents de vote, ça se pose pour la plupart finalement. Oui, et c'est dommage. Nous sommes en 2018, la technologie a évolué, on peut sécuriser les données et enrôler facilement en fait les populations. Je pense que c'est un problème majeur pour les États africains, la plupart en tout cas, parce que la question de l'enrôlement et puis du vote même, le jour du vote même, crée souvent des conflits et des conflits parfois qui amènent à des tragédies. Je pense que c'est une volonté politique qu'il faut que les dirigeants des États africains prennent sérieusement pour pouvoir utiliser les moyens technologiques existants aujourd'hui, parce que c'est facile, pour pouvoir non seulement numériser au moment de l'enrôlement, mais aussi fournir des documents fiables et ne pas changer les règles du jeu au cours, parce que c'est ce qui, en tout cas, c'est ce que on semble comprendre dans ce cas-là, en fait, qu'il y a eu des règles du jeu qui ont été changées le jour même avec un communiqué qui n'aurait pas dû être fait. Bon, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, c'est ce qui laisse croire le reportage actuel. Et donc, moi, je pense que c'est dommage. Je pense que les dirigeants des pays africains devraient faire un effort dans la sécurisation des données, mais également dans le choix clair, en fait, des documents permettant à un citoyen d'aller voter. En tout cas, le bureau de vote ferme en principe à 18h. On attend de voir d'ici là s'il y aura des tendances. Déjà, il y a des chiffres qui viennent de la diaspora justement. Et dans la tendance globale, c'est qu'apparemment, Soumaïla Cissé s'en sortirait bien. Mais on attend de voir, ce n'est que des bribes d'infos. Nous allons suivre déjà justement l'interview accordée par Soumaïla Cissé à la fin, donc à l'issue de son vote de ce matin. Devoir pour moi de venir à Niafunké. J'ai été élu par les populations ici qui m'ont fait confiance et c'est tout à fait normal que mon colissier Dédé Traoré et moi, nous soyons présents auprès des Niafunkoises et des Niafunkois. Voter ici, c'est indispensable, surtout en cette période de crise, en cette période de difficulté, en cette période où l'insécurité est quasiment générale dans la région de Tombouctou. À Niafunkéville, ça se passe correctement. On est dans un centre où les choses se déroulent, où l'affluence est normale. Mais je savais que tout près, à Djanké, il y a eu des risques. Il y a des bureaux et des matériels emportés. Il y a des bureaux qui ont été fermés. À Ber, tout près de Tombouctou, il semble que le matériel est même resté à Tombouctou. De l'autre côté du fleuve aussi, je crois qu'on entend des choses. Et à Glal, ça ne se passe pas non plus très bien. Nous ferons un bilan détaillé à la fin de la journée. Mais pour répondre à votre question, il faut venir auprès des populations, quelles que soient les difficultés, malgré la solidarité, malgré la considération qu'on a envers ces populations. Il faut que le Mali vote, il faut que les populations maliennes votent, que le Mali puisse sortir par le haut pour qu'il y ait un pays, un gouvernement surtout plus crédible. Nous avons passé 5 années dans la difficulté, 5 années où le Mali est vu comme un pays à la dérive. Problème de corruption, problème de gouvernance, toutes choses qui font qu'aujourd'hui, il faut pouvoir tourner la page après la journée du 29 juillet. C'est ce que j'espère. J'en profite pour remercier encore une fois les populations de Niafunké et remercier particulièrement ceux qui étaient dans la queue au bureau numéro 3 qui m'ont laissé passer gentiment. Et je crois qu'il faut les remercier très sincèrement. Remercier tous les parents et amis que j'ai connus ici depuis si longtemps. J'en suis ému et je suis fier aussi de leur accueil et de la façon dont les choses se passent à Niafunké. Merci à tous. Voilà, Soumaïla Cissé donc qui a voté ce matin en région. Et pendant ce temps, du côté du parti au pouvoir, on a déploré un peu l'attitude de la presse, de certains médias qui accuseraient le pouvoir en place donc de gabegie, de corruption. Et le conseiller spécial du président Ibeka, Mamadou Sangaré, a effectivement organisé une conférence de presse à Bamako sur le sujet. On l'écoute. Pendant que nous aspirons à des élections apaisées, des élections civilisées, certains remettent ça. Ils sont sortis des dossiers Tomi, des dossiers avions, des dossiers tenues militaires, des dossiers armement. Ils remettent quelque chose encore sur le dos du candidat Ibeka. Est-ce qu'il n'est pas maintenant bon, surtout pour vous, journalistes, que les argumentaires soient surtout économiques, politiques, sécuritaires, et que les programmes soient bâtis autour d'objectifs précis
complets, concrets à réaliser et qui prennent en charge le rêve malien. Est-ce que dire à quelqu'un qu'il a construit une villa est une thématique de programme? Et encore que cette villa ne serait construite que dans l'imaginaire des colporteurs. Il a fait une mini-tournée africaine, mais je vous assure qu'il est rentré, il n'est pas resté à Bamako plus de 45 minutes. D'un avion à un autre, il a atterri à Sikasso. Et Sikasso, on peut dire, et par esprit petit politicien, on a souvent entendu qu'il y a des effets zoom, on a souvent entendu qu'il y a des effets de grossissement, on a souvent entendu qu'il y a la masse, il y a la foule, mais c'est à ne pas confondre à des électeurs. Mais prenez seulement 50% de ceux qui sont sortis à Sikasso. Considérez que le reste soit du superflu. Je veux bien, hein? Mais prenez 50%. Aucun autre candidat n'a pu faire ça. C'est-à-dire qu'il y a beau y avoir un gonflement. Vous prenez les 50% et qu'un autre candidat ne peut réaliser ce genre de score en termes d'accueil, d'adhésion populaire affirmée et réaffirmée. Ce n'est pas la première fois qu'il passe à Sikasso. De Sikasso à Koutchala, on dit que la troisième région, c'est le vivier électoral du Mali. C'est vrai, les chiffres le démontrent. Mais la présence humaine, la sortie, la capacité de mobilisation autour du candidat Ibeka est extraordinaire dans ces différentes zones-là, jusqu'à passer par Bla aujourd'hui. Donc, c'est fabuleux ce qu'il a déjà pu faire dans les zones à forte concentration de Maliens de l'étranger et dans les zones de la troisième région, Bla faisant partie de la quatrième. Je crois que la tournée continue et la ferveur ne fait que s'amplifier. Voilà, la ferveur qui ne fait que s'amplifier. Du côté d'Ibeka, il a dit pendant toute cette campagne électorale, les deux candidats se sont livrés en tout cas une bataille acharnée à Bamako comme à l'intérieur du pays. On va suivre à présent donc cette sortie de Soumaïla Cissé dans le sud du pays, précisément à Kaï. Dans le Mali profond, sur les voies terrestres les plus impraticables du pays ou encore sur les voies fluviales, comme ici sur le fleuve Sénégal, le candidat à la présidentielle malienne Soumaïla Cissé a battu campagne. À la conquête du Sud, les escales sont nombreuses, imposées par les partisans du candidat Soumaïla Cissé. Kita, Kenyeba, Yelemale, toujours la même ferveur, soumis champion, comme on l'appelle, est porté en triomphe. Au stade de Kaï, c'est le délire, l'enthousiasme d'une population déçue par le bilan du président sortant. Alors, le mot d'ordre c'est... Mais il y a pour nous que des gens n'avaient pas dit. Attends toi, bois tout, tu vas chez toi à 14h pile, bois tout. Ibeka, pendant 5 ans, c'est la misère, 5 ans de galère, 5 ans de souffrance, 5 ans de vol, 5 ans de paresse, 5 ans de médiocrité. Bois-Babla, où le vieux va partir en langue nationale Dioula. Autrement, Ibeka va céder le palais de Koulouba à leur champion, Soumaïla Cissé. Je suis venu plusieurs fois ici. À Yelimane, j'ai jamais eu autant de monde. À Kenyaba, j'ai jamais eu autant de monde. À Kita, j'ai eu à peu près ce monde-là en 2013. À Kaï aussi, j'ai jamais eu autant de monde. Donc c'est quelque chose qui m'encourage. Et quand je vois la ferveur dans les rues, je pense que vous mesurez avec moi. Je ne pense pas que ce soit factice pour me faire plaisir. Je pense honnêtement qu'il y a un message qui a tenu, qui est porté et qui est partagé. Dans son camp, confiance, sérénité sont affichées. La seule inquiétude, la fraude. Nous voulons juste attirer l'attention des Maliens, des Africains, de la communauté internationale, que nous avons un gouvernement et un président de la République qui triche. Le fichier qui est exposé, auquel tous les Maliens ont accès, ce fichier est un fichier verrouillé, si je veux parler langage informatique. C'est un fichier dans lequel on trouve des centaines de milliers de personnes qui ont leur nom en double, en triple, en quadruple, parfois en quintuple. Nous trouvons des bureaux fictifs, nous trouvons même des centres fictifs. Nous démontrons qu'il y a beaucoup de cartes d'électeurs qui n'ont même pas de photos.
ça veut dire que c'est un fichier de n'importe quoi. Après le Sud, cap sur le Nord, le principal challenger du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta ne ménage pas son énergie pour vendre l'espoir aux Maliens. Après l'échec de 2013, cette fois sera la bonne, dit-on, dans le camp de Soumaïla Cissé. Voilà, c'est une élection aux grands enjeux, hein, Siaka Koulibaly, on le voit bien, Soumaïla Cissé, qui là, pour lui, il est clair que c'est l'élection de la dernière chance, il faut coûte que coûte gagner. Il y a le président Ibeka qui tient coûte que coûte à son deuxième mandat, parce qu'il a entamé des chantiers qui comptent terminer. On l'a vu, c'est deux candidats majeurs qui ont battu une campagne, hein, où il y a eu beaucoup d'investissements, aussi physiques qu'économiques, sur place. On l'a pu le constater sur l'ensemble de ce vaste territoire de plus d'1 million de kilomètres carrés. Alors, les enjeux là sont énormes dans un pays qui a besoin de se reconstruire aussi bien au niveau économique et sécuritaire. Là, on le voit et c'est en même temps des élections où il y a de la tension dans l'air, Siaka Koulibaly. Oui, tout à fait. Les enjeux de l'élection présidentielle au Mali sont extrêmement importants, à la fois sur le plan interne que sur le plan international, parce que vous savez que le Mali est un des pays les plus exposés à la question du terrorisme et qui abriterait une partie donc de ces troupes-là, ce qui fait que, en fonction de la gouvernance politique qu'on va avoir au Mali, cela va dépendre aussi des résultats qu'on va avoir dans la lutte contre le terrorisme. Donc c'est extrêmement important à cet égard-là. Au plan interne, on le voit maintenant, Soumaïla Cissé, en 2013, était de très loin distancé par Ibeka. Aujourd'hui, on les voit au coude à coude. En tout cas, quand on observe la campagne électorale qui s'est déroulée, aussi bien au Mali que dans la diaspora, on voit que maintenant, Soumaïla Cissé s'est beaucoup plus rapproché de la possibilité de gagner enfin. Peut-être pas du premier coup, mais très probablement, peut-être après un second tour, c'est possible aujourd'hui qu'ils puissent remporter l'élection présidentielle. Donc les enjeux, comme ils l'ont décrit eux-mêmes, il s'agit d'abord de répondre à la question sécuritaire. Et sur ces dossiers, on estime que le gouvernement actuel n'a pas vraiment beaucoup avancé, parce que de 2013 à 2018, on se rend compte que la crise sécuritaire n'a fait que s'aggraver, parce que le Nord n'est pas... Dans le camp présidentiel, justement, on estime qu'il y a pourtant des acquis. On parle notamment de cet accord d'Alger, justement, de 2015. Oui, l'accord d'Alger a été... Qui aurait permis, aujourd'hui, on vous dit, il n'y a plus véritablement d'affrontement de ce genre, il y a beaucoup plus de paix. Et on est en train de consolider, c'est d'ailleurs l'un des slogans de campagne, la paix, consolider la paix, pour Ibeka. Mais quand on fait le point des attaques terroristes, que subissent à la fois le Mali, le Niger et le Burkina Faso, on se rend compte que ces attaques ont évolué en hausse. Donc, ce qui a nécessité qu'on mette en place le G5 Sahel, parce qu'on s'est rendu compte que les pays concernés ne peuvent pas individuellement mettre en place des dispositifs suffisamment performants pour régler la question. Donc, cela est un indice quelque part que sur ce dossier spécifiquement, les choses n'ont pas vraiment avancé comme on l'aurait souhaité, à savoir, sur la base de l'accord d'Alger, régler totalement la crise je dirais en intégrant peut-être les groupes qui sont des groupes qui demandent leur autonomie, notamment ceux de l'Azawad et les autres. Mais en plus de la question du Nord, il y a eu une aggravation de la question sécuritaire avec l'implosion au centre du pays, avec ces affrontements intercommunautaires entre Dogon et Peul, qui a fait exploser donc la donne sécuritaire au Mali. Donc, peut-être qu'il y a des acquis que le camp présidentiel peut présenter aujourd'hui, mais sur ces terrains spécifiques-là, on est obligé de conclure qu'il y a quand même eu une légère aggravation de la situation sécuritaire au Mali. Lionel, c'est vrai que sur la question sécuritaire, tous les 24 candidats en parlent. Il est question véritablement de travailler à pacifier davantage le Mali. C'est véritablement un thème de campagne pour effectivement cette année. Je pense aussi que c'est le talon d'Achille de Ibeka depuis les accords d'Alger en 2015. Il y a eu certes un cessez-le-feu, mais il y a eu toujours en fait la désunion des territoires. Parce qu'il n'y a pas eu la réunification comme on l'espérait. Et je crois d'ailleurs que l'élection de Ibeka au premier mandat, c'était aussi cette aspiration de voir un Mali uni, un Mali rassemblé, et surtout la paix avait été portée. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait remporté. Malheureusement, sur ce terrain-là, comme le
d'Issaka Coulibaly, je suis d'accord. Il y a eu comme une espèce de paresse, en tout cas, de la part du gouvernement. On n'a pas senti de choc pour aller justement à la reconquête du Mali tout entier, à l'établissement de la sécurité et permettre bien sûr que les Maliens puissent circuler. Aujourd'hui, à Bamako, il y a des gens qui ont leur famille du côté de Tombouctou qui vous disent que pour faire le trajet, aller rendre visite à la famille à Tombouctou, c'est compliqué. Donc c'est un Mali complètement divisé, encore qui garde un terreau fort du terrorisme, malgré la présence d'ailleurs de forces étrangères et de l'ONU. Et je pense que l'un des points faibles de ce manque en fait de sécurité, c'est aussi au niveau interne même au Mali. C'est-à-dire que les Maliens doivent d'abord faire le premier pas, de s'asseoir ensemble, de discuter, de trouver des solutions, avant que les forces étrangères ne puissent justement permettre la sécurisation de l'ensemble du territoire. Donc là, c'est un problème. Et aussi sur le plan social, je pense que Ibeka, il a raté, il est en pente raide en fait en termes d'amour, en termes de société. Moi, j'ai fait un déplacement au Mali il n'y a pas très longtemps et rien qu'à questionner les habitants, soit dans le taxi, etc., on a l'impression que c'est Ibeka out en fait qui est le plus dit. Et je pense aussi que les frasques entre guillemets de son entourage familial ont suscité justement un certain ras-le-bol du point de vue de la population. Mais comme on est en élection, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On peut être surpris. En tout cas, lui se vante quand même d'avoir un bilan, aussi bien sur le plan sécuritaire qu'économique. Il parle notamment de cette croissance qui est passée de 2,3 quand il arrivait au pouvoir, dans un contexte sécuritaire assez difficile, qu'il a réussi à ramener à 6%. Et pour lui, c'est déjà quelque chose quand même, Ibeka. Moi, je pense qu'il faut que nos chefs d'État et nos dirigeants fassent attention aux indicateurs de Bretton Woods, qui ne veulent rien dire aux yeux des populations. S'ils continuent à ne jurer que sur ces indicateurs-là, je pense que les élections vont surprendre plus d'un. Pourquoi ce taux de croissance? Je ne vous arrête pas, on va prendre en ligne un confrère du côté du Mali, Mokhtar Bari. Bonsoir. Bonsoir, Aubin. Vous êtes le correspondant d'Africa 24 sur place à Bamako. Quelle est la situation à l'étape actuelle des choses? Où en est-on? Est-ce que les bureaux de vote ont effectivement fermé? Et quelle est l'ambiance finalement à Bamako actuellement? Il faut dire que les bureaux ont rouvert, effectivement, la majeure partie des bureaux ont rouvert à 8 heures, et sauf quelques bureaux qui n'ont pas pu ouvrir à temps. Mais dans l'ensemble, tous les bureaux ont pu ouvrir à l'heure. Et à Bamako particulièrement, il n'y a pas eu d'incident. Et même sur l'ensemble du pays, mis à part le centre et puis le nord où quelques incidents ont été signalés, notamment à 90 km de Niafunké, le fief, ou en tout cas le lieu où Soumaïla Cissé a voté ce matin, et également dans le cercle dans la région de Gao. Donc, mis à part ça, il n'y a pas eu d'incident majeur à signaler. Tout s'est bien passé, et avec la présence aussi des observateurs, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les observateurs n'avaient pas l'accès, mais à 2 jours du scrutin, on a autorisé tous les observateurs internationaux comme nationaux à avoir accès à la centralisation, c'est-à-dire au décompte des résultats. Donc, actuellement, tout est calme à Bamako et l'heure est au décompte. Tout est calme, donc pas de tension, on peut le faire, parce qu'on craignait effectivement pour ce jour d'élection. Finalement, à l'instant T, on peut dire que tout se passe dans le calme, c'est bien ça. Oui, effectivement, il y avait une tension à quelques jours du scrutin, notamment la question du fichier électoral et la question des procurations. Et il faut dire qu'à 24 heures du scrutin, le Premier ministre, avec la rencontre avec les partenaires internationaux qui sont la MINUSMA, l'OIF, l'Union européenne et l'Union africaine et la CEDEAO, avec les candidats, et le Premier ministre a vraiment essayé de baisser la tension en retirant par exemple des procurations qui permettaient à certains individus ou en tout cas à certains électeurs de pouvoir voter pour leurs proches qui ne sont pas là. Donc cette décision a été levée, et également permettre aux observateurs nationaux et internationaux d'avoir accès au décompte. Et voilà, donc ce qui a permis à baisser fortement la tension et calmer la situation. Pour les tendances, il faudra attendre encore longtemps. Je suppose que ça ne sera pas pour ce soir. Oui, ça ne sera pas pour ce soir. On parle de 72 heures à 5 jours. 3 jours à 5 jours. D'accord.
Merci beaucoup, Mokhtar Bari, depuis Bamako. C'est moi qui vous remercie. Merci. Vous l'avez vu, donc, pour l'instant, tout se passe bien, visiblement. On parlait tout à l'heure, effectivement, du bilan du président sortant, qui, pour certains, ça semble être un bilan mitigé, mais du côté quand même du pouvoir, on estime qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment aussi en termes d'infrastructures. Il y a eu des réalisations. Pour la sécurité, comme je l'ai dit, ils estiment qu'il y a eu notamment l'accord d'Alger qui a été un acquis majeur. Sur les questions économiques, de création d'emplois, on estime qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans un contexte assez difficile, tout de même, l'insécurité qui n'y est pas. Et donc, dans l'ensemble, on estime du côté du camp du président Ibeka qu'il y a eu des acquis et qu'il faudrait permettre au président Ibeka d'avoir ce deuxième mandat pour consolider effectivement ces acquis. Et du côté de Soumaïla Cissé, votre candidat, pour vous, quel est son atout majeur? Il faut dire que Soumaïla Cissé n'est plus à présenter aux Maliens. Soumaïla Cissé, c'est celui qui a fait un parcours sans faute. De l'avènement de la démocratie à nos jours, du directeur de banque en passant par le ministère du budget, le ministère de l'économie et des finances, lui et moi, c'est quelqu'un qui a fait révolutionner l'économie malienne. Soumaïla Cissé, c'est quand il arrivait comme ministre de l'économie et des finances, après, j'allais dire, la transition et après les 27 ans chaotiques de Moussa Traoré et des dictatures, mais le Mali était presque à genoux. Soumaïla Cissé, il a redressé l'économie du Mali. En son temps, malheureusement, les Maliens ne le comprenaient pas. On le trouvait très difficile, très dur. Mais avec son génie et son courage, son amour direct, très franc, il a pu redresser l'économie du Mali. Aujourd'hui, si vous prenez, je ne dénigre personne, si vous prenez tous les candidats, vous allez trouver que Soumaïla Cissé, en matière d'acquis, en matière de réalisation au Mali, a fait plus que tous, même Ibeka. Sans être président. Sans être président. Soumaïla Cissé était le ministre de l'économie et des finances de Ibeka. Mais en son temps, j'ai beaucoup de respect pour Boubacar Ibrahim Keïta, c'est un chef d'État. Je ne vais pas lui manquer du respect. Mais les Maliens, en son temps, d'abord, les gens avaient cru que Ibeka était un homme dur. Parce que vous voyez, quand on est adossé à quelqu'un, c'est très difficile que le peuple découvre tout de suite vos failles ou tes failles. C'est-à-dire, quand Ibeka était Premier ministre, Alpha Ouattara Konaré était là. Donc, puisque Alpha, après avoir pris le pouvoir, il avait nommé un Premier ministre qui n'a pas duré plus de 6 mois, qui avait trop de problèmes avec les élèves et les étudiants, qui étaient obligés de démissionner. Après, il a nommé un deuxième Premier ministre, un général, qui croyait dur et difficile, qui pouvait quand même tenir les bateaux. Malheureusement, lui aussi n'a pas fait plus de 6 mois. Il a fait venir Ibeka. Et quand Ibeka est arrivé net, la première décision qu'il a prise, il a eu à prendre, c'est de fermer les classes, c'est-à-dire de la seconde aux universités. Et les primaires, jusqu'à l'année de BPC, j'allais dire année de DEF au Mali, ils ont continué à faire les cours. Et ceux qui ont fait les examens de DEF sont venus trouver que ceux qui étaient déjà en première année de seconde. Donc du coup, le faux départ de l'école malienne a commencé par Ibeka. Ça c'est un. Deuxièmement, 2013, moi j'ai soutenu Ibeka personnellement en 2002. Parce que je croyais que c'était un homme plein de charisme et plein de décisions, quelqu'un qui pouvait réellement faire changer les choses et faire la promotion des jeunes et transformer l'environnement carrément politique du Mali et faire l'autonomisation économique des familles une réalité. Mais malheureusement, les Maliens ont fait une erreur. Ils ont voté ATT en son temps. Et en 2013, sinon j'allais dire 2012, on s'est engagé farouchement avec Soumaïla Cissé, parce que nous avons trouvé en Soumaïla Cissé un homme politique très pondéré, un homme politique très averti, un homme politique qui est à l'écoute de son peuple, un homme politique qui est très patriote, très humble. Et j'allais dire un Africain. Qu'est-ce qui a été la base entre 2013 et 2018? Qu'est-ce qui a été la base déjà de son échec en 2013? Justement, j'allais en venir parce qu'il faut dire que s'il n'y avait pas eu ce fameux coup d'État de
du capitaine Aya Sanogo, je pense bien que Soumaïla Cissé allait être élu président du Mali en 2012. Il a reçu le coup de main de la junte. Bien sûr. Non, j'ai dit s'il n'y avait pas eu le coup d'État de Aya Sanogo, oui. Soumaïla Cissé allait être élu président du Mali en 2012. Puisque le coup d'État, c'est le coup d'État qui a mené les élections en 2013. Les élections n'étaient pas prévues pour 2013, c'était prévu pour 2012. Et c'était à la veille des élections, de l'ouverture de la campagne, qu'il y a eu ce fameux coup d'État. Et donc, ça a changé du coup les données et c'était vraiment un chamboulement total. Et Aya Sanogo, nous avons constaté à son temps, après, qu'il était de mèche avec le président actuel. Et les élections de 2013, Soumaïla Cissé a allé avec toutes ses chances, d'accord, mais il y a eu une certaine démagogie politique autour de sa personne. Il y a eu de l'ethnicisme autour de sa personne. Il y a eu, j'allais dire, l'implication des religieux qui étaient très malheureux, comme on appelle, dans la politique. Et donc, pour cette année 2018, vous pensez que tout cela a changé? L'image de l'homme a changé au sein de l'opinion malienne? Naturellement, puisqu'il faut noter que Soumaïla Cissé aussi avait fait 8 ans hors du Mali, il était au Burkina Faso. Mais il a eu 5 années, et j'allais dire, de se repositionner. 5 années de travail fabuleux, 5 années d'aller dire, de se communier avec son peuple. Soumaïla Cissé a eu 5 années de l'opposition. C'est quand même le chef de file de l'opposition et ça n'a pas été du repos. Il a secoué l'Assemblée. Il a montré aux Maliens que le Mali peut aller de l'avant. Il a montré aux Maliens que le Mali est un grand pays avec, j'allais dire, des défis qui peuvent faire porter le Mali plus haut. Et malheureusement, face, j'allais dire, à un bilan très chaotique, face à un pouvoir patrimonialisé, c'est-à-dire à un pouvoir caporalisé par une minorité de Maliens. Mais vous voyez aujourd'hui, celui qui a connu le Mali 5 ans après, 10 ans avant, j'allais dire, aujourd'hui vous rentrez, vous traversez de Bamako, de Sigasso à Bamako, à Kaï, ou vous partez de Gao à Koulikoro. C'est de la désolation. D'accord. Alors, Siaka Coulibaly, effectivement, on regarde le profil des deux hommes. C'est vrai qu'il y a bien d'autres candidats. Ils sont 24 au total. Hein. Il y a un monsieur comme Cheikh Modibo Diarra, par exemple. Mais visiblement, sur le terrain, quand vous écoutez les uns et les autres, visiblement, l'homme ne semble pas faire forcément le foi, parce qu'on le voyait aussi comme le faiseur de roi, mais c'est qu'il ne semble pas forcément le cas, parce qu'il y a bien d'autres candidats qui semblent véritablement beaucoup plus populaires que Modibo Diarra sur place. Alors, le profil déjà de ces deux candidats, Ibeka et Soumaïla Cissé aujourd'hui, vous pensez que entre 2013 et 2018, les choses ont véritablement changé pour permettre effectivement à Soumaïla Cissé de créer l'alternance cette année? Je constate à partir donc de cet historique des candidats au Mali que dans ces pays, en réalité, il est très important d'être présent sur le terrain. Le Mali a besoin de sentir un peu son président, si bien que je crois bien que Soumaïla Cissé a été victime des 8 années passées au Burkina Faso. Il est rentré très tard par rapport à l'élection présidentielle qui était programmée pour 2012, si bien que beaucoup n'avaient pas vraiment le loisir de savoir ses capacités de dirigeant politique, d'homme d'État. Si bien que ça c'est mon analyse personnelle, je pense qu'il a été victime de cet aspect des choses-là. Les 5 années qu'il a passées sur le terrain lui a permis de faire un marquage corps à corps avec les différentes catégories de la population malienne, en particulier avec le Parlement où il a joué le rôle du chef de file de l'opposition. Il a beaucoup eu l'opportunité de présenter ses capacités. Ce qui lui donne donc ce qu'il peut aujourd'hui présenter comme déjà un premier bilan à cette élection, où on pense en tout cas qu'il est au coude à coude avec le président sortant. Donc c'est cette donne-là que je pense qu'on peut déjà exprimer par rapport à l'élection au Mali. Mais dans ces pays aussi, beaucoup moins que peut-être dans d'autres pays, les paramètres régionalistes aussi fonctionnent. Pour 2013, je sais très bien que Soumaïla Cissé a été effectivement, comme il a dit, quelque peu stigmatisé par rapport à ses origines plus nordiques que Ibeka, qui est de cette population qui occupe le sud et le sud-ouest du pays. Bon, et ces paramètres-là, en Afrique, ne pourront être dépassés
qu'avec l'augmentation de la population instruite. D'accord. Nous avons un autre confrère en ligne, l'envoyé spécial de journal aujourd'hui au Faso, sur place à Bamako. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et comment est-ce que vous appréciez l'ambiance à l'heure actuelle du côté de Bamako? Est-ce que tout est calme? Est-ce qu'on a déjà des tendances? Quelle est l'ambiance dans les rues de Bamako? Bah écoutez, Bamako est très calme ce soir, comme ce matin d'ailleurs. Il n'y a pas, on a pensé qu'il y aurait eu des troubles, mais il n'y a absolument pas de troubles, tout est calme à Bamako. Je crois que dans les centres de vote, l'heure au décompte. Tout se passe bien donc là. Qu'est-ce qui se passe dans les états-majors à l'étape actuelle? Est-ce qu'on sent déjà de la peur, de la tension? Est-ce qu'il y a déjà des visages de victoire dans certains camps ou des visages de déception ou de défaite dans d'autres camps, par exemple? Non, bon, c'est un peu trop tôt pour le dire, hein, mais les états-majors dans les QG, les gens sont réunis dans les QG. Je viens d'un centre de vote à l'instant même. Et c'est pratiquement l'un des grands centres de Bamako. Et la tendance donne au coude à coude le président sortant Ibeka et puis Cheikh Modibo Diarra. Le principal challenger qui est Soumaïla Cissé ne vient qu'en troisième position. Donc c'est quand même serré dans certains sens. Quand même serré, ça veut dire que les pronostics ou la façon de voir les choses, c'est-à-dire que tout pourrait se jouer entre Ibeka et Soumaïla Cissé, ne se confirme pas forcément dans certains bureaux de vote. Dans certains bureaux de vote, non. Je crois que dans le centre, je viens d'assister depuis moi, comme je vous le disais, et c'est serré entre Soumaïla et Cheikh Modibo Diarra. Bon, mais je crois que, en définitif, ça pourrait se jouer entre Soumaïla Cissé et Ibeka quand même, sur l'ensemble du territoire. D'accord. Merci pour votre coup de fil, cher confrère. Je vous en prie. Merci. Voilà, donc déjà une idée pour dire que c'est pas forcément... les choses ne vont pas forcément se présenter telles qu'on les voit, même si il est clair que c'est juste un bureau de vote là. Mais il y a que véritablement tous les candidats ont leur chance et que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les choses risquent d'être un peu serrées quand même. Même le président sortant, malgré l'adhésion qu'on a vue autour de la candidature de Soumaïla Cissé, le président Ibeka garde tout de même ses soutiens. Oui, M. Guévré, c'est vraiment les élections des élections au Mali. Prenez l'historique ou l'évolution en fait des événements dans ce pays. Ibeka qui prend le pouvoir après une situation chaotique. Et tout à l'heure, vous parliez justement du bénéfice en fait de son travail économique, notamment la progression économique suivant un chiffre de croissance. Et là, je vous disais, faisons attention. Il n'aurait pas pu faire mieux que d'avoir une croissance après un chaos. Il a pris le pouvoir après un chaos, donc la croissance est là. Et ensuite, la croissance, en fait, dans nos pays africains, ne se traduit pas forcément sur les chiffres du FMI ou de Bretton Woods, sur des tableaux. Ça se traduit aussi sur l'amélioration des conditions de vie des populations. On peut avoir une croissance et mal redistribuer cette croissance, et il y aura un impact, en fait, toujours existant sur les conditions de vie de nos populations. Donc, quand on parle de croissance dans nos pays africains, faisons attention. Sur les panneaux à Bamako, vous verrez des chiffres, oui, mais ces chiffres en termes de réalisation dans les secteurs sociaux pour montrer que des choses ont été faites. Oui, ces chiffres sont certainement réels. Je n'ai pas d'éléments pour vérifier, mais vous savez, dans la réalisation de forme et ensuite dans la pratique de fond, il y a une différence nette, c'est le ciel et la terre. Donc faisons attention à comment on fait la lecture de telle ou telle réalisation sur l'étendue du territoire malien. Je rappelle que 2 fois dans nos pays également, on cantonne en fait les élections au niveau de nos grandes villes, au niveau des intellectuels. On va voir 2-3 bâtiments CSPS, le CHU de telle
ville a été agrandie, etc. Ça ne suffit pas. Ceux qui votent le plus ou là où il y a le plus de population, ce sont les régions ou les provinces. Et là, malheureusement, la paupérisation existe fortement. Donc, du coup, c'est ce bilan de IBK. Moi, je pense que socialement parlant, et d'ailleurs, ceux qui nous racontent, ceux qui m'ont parlé, étaient des gens de Bamako qui étaient tous déçus. Moi, j'ai pas trouvé une seule personne qui m'a fait l'éloge en fait d'IBK. Et encore, la gabégie, la patrimonialisation, etc. Tout ça, c'était des mots qui revenaient. Bon, c'est pas dire que il gagnera pas. Moi, je pense que si jamais IBK passe et qu'il gagne ces élections, ça sera son va-tout qu'il va jouer. On dit parfois qu'en Afrique, on n'organise pas des élections pour perdre, non? Ça, c'est un adage qui est souvent dit. Mais maintenant, en fait, avec le suivi des OSC, etc., il y a de moins en moins, en fait, de velléité de tripatouillage. Même si on ne peut pas tout éliminer, balayer d'un revers de main, mais les sociétés civiles s'organisent de plus en plus mieux pour superviser ou suivre ou bloquer, en fait, toute velléité de tripatouillage. Yacouba, votre candidat bénéficie d'un soutien de taille quand même. C'est cet activiste Rasbat qui mobilise du côté du Mali. Ces mots d'ordre sont très suivis. Moi, je pense que ça, la jeunesse africaine doit être fière. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on constate qu'il y a des jeunes qui se démarquent carrément du lot et qui parviennent à imposer leur idéologie. Et ça fait révolutionner. Parce qu'il faut prendre la jeunesse en compte. Tout le problème de l'Afrique aujourd'hui, la jeunesse est délaissée. Vous voyez, si on fait une comparaison au Burkina Faso, ce qui a fait partie de Blaise Compaoré, c'est les mêmes problèmes qui vont faire partie d'Ibega. C'est clair et c'est net. Parce que Ibega, quand il venait au pouvoir, les Maliens avaient fondé assez d'espoir sur ce monsieur. On l'appelait Andjoula Kankelentigi, ça veut dire un homme de parole, un homme de droiture. Mais quand il est arrivé, au début, il disait le Mali d'abord. C'était son slogan de campagne. Le Mali d'abord s'est transformé aujourd'hui à ma famille d'abord. Et là, c'est vraiment, j'allais dire, une désolation. Et par rapport aux tendances, ce que le confrère vient de dire, votre confrère vient de dire, c'est juste un bureau de vote. Tout à fait. Vous avez un centre. Vous avez des tendances venant de l'étranger, d'Asie, de l'Europe, des États-Unis. Vous constatez que ce moment-là vient largement devant Ibega. Et il y a des zones où Ibega vient même troisième. Et nous avons des tendances également, comme on est sur un plateau et puis tout n'est pas officiel. On va attendre de voir. Sinon, il y a des bureaux de vote même au Mali actuellement où Ibega même vient troisième, ce moment-là c'est premier, avec Aliou Amadou Diallo. Voilà. Donc au Burkina Faso ici, je pense que la quasi-totalité des bureaux de vote, ce moment-là vient largement. Voilà, alors, d'accord. Siaka Koulibaly, le Mali, c'est quand même finalement un modèle de vitalité démocratique, quand même, avec, on a vu en 2013 ce second tour, et là, tout semble véritablement, tous les sondages s'accordent à reconnaître qu'il y aura aussi un second tour pour ce scrutin. Oui, c'est ce que je voulais dire donc par rapport à cette question des tendances. C'est vrai qu'officiellement, on aura les résultats autour de 72 heures à partir de l'élection. Mais les tendances, vous les aurez à partir de minuit ce soir. Aussi bien les états-majors des candidats vont essayer de vous donner les tendances. Et puis, les grands médias internationaux vont également essayer de le faire. Donc, on va avoir sur la place médiatique des tendances qui vont venir. Et justement, en se basant sur ces tendances, on est presque convaincu qu'il va y avoir un second tour. Ce qui confirme donc l'idée que vous évoquez. Celle de la vitalité démocratique pour le Mali, qui effectivement a déjà expérimenté ces second tours-là, et qui probablement va encore expérimenter ça ce soir, enfin, pour cette élection-ci. Et ça démontre quand même que c'est un pays, et comme beaucoup de pays de la sous-région, l'opinion cultivée est en hausse. Ça veut dire que de plus en plus, les Africains sont capables de lire l'action gouvernementale, d'analyser les discours politiques qui sont donnés et de se faire une opinion. Et de ne plus se laisser embarquer comme dans les 30 premières années des indépendances en Afrique, où le parti au pouvoir était tout puissant et dominait en outrance, sans pouvoir permettre aux oppositions de gagner un espace significatif. Aujourd'hui, il y a un paramètre essentiellement qui joue et qui est constatable aussi au Mali, c'est celui de la jeunesse. Donc,
Quand vous écoutez le mot d'ordre de Soumaïla Cissé, que j'ai retrouvé dans d'autres groupes de jeunes qui ne sont pas forcément partisans, Bouababla, c'est le changement générationnel qu'on est en train d'appeler ici. Au-delà de la personne de Ibeka, il y a tout un changement de génération qui est appelé au Mali. Et comme le président ivoirien a déjà donné le ton, lui qui fait partie de la vieille garde donc des hommes politiques africains, il est temps donc de faire la passe à cette nouvelle génération-là. Peut-être qu'on va y assister au Mali. C'est vrai qu'effectivement, pendant la campagne, on a vu que Soumaïla Cissé préférait plutôt passer par les routes, pendant que Ibeka, lui, était plus dans les avions, peut-être lié aussi à cette question d'âge. Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur le potentiel électoral. Vous prenez les différentes régions. Il y a notamment Koulikoro avec 1 150 729 inscrits, Sikasso 1 313 000, Ségou 1 169 000, et puis Mopti 1 036 000. Il y a notamment Bamako 1 197 000, et puis à l'étranger on totalise quelques 452 900 personnes inscrites sur les listes électorales. Ça donne déjà les tendances pour ces différentes régions. Mais ça montre aussi la structure de la population malienne qui est concentrée plus au sud, alors que le grand espace qui est au nord ne comporte pas beaucoup de population. Voilà. Alors Lionel, un aspect également, c'est aussi ce soutien autour des candidats, notamment les artistes et les activistes. On a parlé tout à l'heure de Rasbat, engagé à fond derrière, qui a mis sa popularité au service de Soumaïla Cissé, et il intervient sur une télévision privée de la place là-bas. Il est très écouté, très suivi. C'est d'ailleurs lui qui a envoyé ce slogan à Bouababla. Il faut reconnaître que son père est d'ailleurs candidat, Batili, mais lui préfère soutenir Soumaïla Cissé, ce jeune homme. Mais à côté, il y a aussi Sidiki Diabaté et son père qui ont choisi de soutenir le camp Ibeka. En face, il y a aussi Salif Keïta qui soutient Soumaïla Cissé, par exemple. C'est une donne assez... ça fait différent quand même que des artistes, des activistes soutiennent. On ne peut pas imaginer ça au Burkina avec le Balai citoyen ou autre organisation, par exemple. Moi, je préfère d'ailleurs ce qui se passe au Mali parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie que ce qui se passe au Burkina. Donc, le paradoxe est vite établi. Et puis, c'est folklorique. Moi, je trouve ces élections assez dynamiques dans leur ensemble, particulière pour le cas du Mali, avec ces artistes qui s'engagent, ces activistes qui s'engagent, tête nue, sans cache-culotte, ils sont là, ils déclinent en fait leur appartenance, et tant mieux. Tant mieux. C'est mieux que les choses soient comme ça que quand des OSC ou des activistes sont tapis dans l'ombre et ne boivent qu'au biberon de tel ou tel politicien, alors qu'ils posent des actions qu'eux-mêmes revendiquent être objectifs et neutres, qui ne sont pour personne. Cette hypocrisie-là conduit à des crises. Tandis que de l'autre côté, cette clairvoyance en fait de l'actualité politique permet aux populations de vivre ensemble, mais de savoir qui est qui. Parce que après, si Ibeka perd, Sidiki Diabaté va continuer à faire des concerts, les Maliens iront. C'est pas parce qu'il a soutenu Ibeka ou Soumaïla. Pareil pour Salif Keïta. Si Soumaïla Cissé ne gagne pas, il ira toujours faire ses concerts, et tant mieux. C'est ça le vivre ensemble en fait, en toute liberté, en toute conscience. Que celui qui veut faire de la politique le fasse de façon ouverte. Et moi je trouve que les Maliens ont trouvé la meilleure solution de s'engager politiquement et de continuer à vivre après les élections. Il y a eu une vie, on s'en fout. Et c'est mieux que les Burkinabés travaillent dans ce sens-là que d'être tapis à l'ombre. Vous parlez tout de suite de balai, je ne sais quoi, ou autre chose. Mais en tout cas, je pense que ceux qui veulent faire de la politique devraient le faire. Les organisations de la suivi s'engagent officiellement. Qu'ils s'engagent officiellement et qu'ils mettent la pression en période électorale, et après les élections, qu'ils retournent en fait à leur but premier, qui est d'être des OSC, des garde-fous, et qu'ils soient objectifs dans leur travail. Justement, Siaka Koulibaly, vous êtes de la société civile aussi. Est-ce que vous comprenez cette façon de faire, ce soutien de leaders, d'activistes ou de leaders de la société civile ou des artistes, tout simplement, qui ont des fonds un peu partout dans les différents camps, mais qui ont cette audace de s'engager auprès de candidats précis, au risque de perdre des fans quand même. Oui, c'est une question de contexte juridique d'abord, en fonction de la loi qui le permet ou pas, mais c'est surtout un problème sociologique, où le Mali, c'est une population où le franc-parler est vraiment la chose la plus partagée. Les gens vous disent ce qu'ils pensent tout de suite. On prend M. Sanogo qui nous appelle de Bobo Djilasso. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de participer à cette émission. On vous écoute. Voilà, je voulais poser une question au représentant de Soumaïla Cissé. Oui.
il dit bien que Soumaïla Cissé est un rassembleur. Attends. Il dit que Soumaïla Cissé est un rassembleur. Rassembleur, oui. Voilà, il est pour la cause du Mali. Mais il a fait 8 ans ici au Burkina. 8 ans au Burkina. Oui. Il n'a jamais rassemblé les Maliens du Burkina une seule fois. Bon, s'il peut m'expliquer ça. D'accord. Pour vous, Soumaïla Cissé, déjà au Burkina, il n'a pas réussi à rassembler les Maliens. Ça... Voilà, il n'a pas réussi à rassembler les Maliens du Burkina. D'accord. Merci pour votre question. Vous répondez avant qu'on ne revienne rapidement. Je voulais vraiment remercier ces téléspectateurs pour son coup de fil. Mais sa question m'étonne quand même. Parce que Soumaïla Cissé au Burkina Faso, même les Burkinabés savent qui est ce monsieur. Soumaïla Cissé était partout au Burkina ici lors de tous les événements heureux et malheureux. Il participait. Est-ce qu'il rassemblait les Maliens déjà je vous dis quelque chose. Sans être l'ambassadeur, hein? Sans être l'ambassadeur de qui que ce soit, n'eût été, j'allais dire, sa présence, son soutien franc à cette communauté vivante au Burkina Faso. Soumaïla Cissé n'allait pas avoir ce soutien au Burkina ici. Et c'est clair. Soumaïla, il a soutenu tout le monde au Burkina Faso, et ce monsieur ne fait même pas de distinction. Il ne fait pas de différence entre un Malien et un Burkinabé. Il ne fait pas de... Je suis quelqu'un, je suis très proche de ce monsieur, je sais de quoi je parle. D'accord. Vous partez même au-delà du Burkina Faso, vous partez à Bamako. Les QG chez Soumaïla Cissé, c'est comme un quartier général des jeunes, même en période hors campagne. Voilà. D'accord. C'est vrai que dans son équipe de campagne, on trouve pas mal de Burkinabés qui ont fait le déplacement du Mali pour soutenir l'homme. On revient effectivement à cette question. Donc, comme je le disais, c'est une question de contexte juridique. Chez nous, la loi 064, par exemple, interdit à la direction d'une association d'être ouvertement politique. Ça, c'est écrit dans la loi. Donc, ceux qui veulent vraiment respecter la loi et qui ont une certaine expérience de la société civile auront tendance à ne pas s'afficher. Donc c'est peut-être pour cela qu'on a vu cela. Mais cela n'occulte pas le problème qui a été posé, celui des OSC qui, nonobstant la loi d'ailleurs, ont des prises de position politiques. On l'a vu à partir de 2013, notamment la création de ces organisations qu'on appelait les mouvements spécifiques, qui pour la plupart n'avaient pas même de récépissé à l'époque, mais qui ont investi l'espace public et à la faveur de la lutte contre la révision de la modification de la Constitution. Donc, après, on avait pensé, et j'étais parmi ceux qui ont interpellé les acteurs politiques, par rapport à la distinction qu'il faille faire entre les OSCE et les partis politiques. Malheureusement, on a vu que c'est après le soulèvement populaire que cette collusion a été la plus forte entre certaines organisations. Et comme il a dit, il y a un aspect hypocrite qui est là-dessus. Cependant, il y a des contextes où on ne prend pas garde à cela et la loi n'est pas assez rigoureuse. Vous avez peut-être le cas du Mali, mais la plupart du temps, les pays anglophones, il n'y a pas de distinction entre OSCE et partis politiques. Vous êtes en atelier avec les OSCE, ils vous parlent très ouvertement de leurs partis politiques auxquels ils sont membres. Donc, c'est une question de contexte. Chez nous, on a un contexte. Il faut peut-être travailler à le clarifier, que les gens se positionnent ouvertement. Quoique, avec une certaine évolution, maintenant qu'on a la candidature indépendante, le code électoral parle ouvertement des listes indépendantes. Donc, on va avoir des OSCE et dresser des listes aux élections législatives et communales. Donc, la frontière va être moins ferme. On a M. Diarra en ligne depuis Bobo Dioulasso. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Très bien, et vous? Oui, tranquille. On vous écoute. Je voulais juste donner un point de vue par rapport à la réaction du représentant de Soumaïla Cissé. Oui. Et moi, je voulais juste dire à celui qui a appelé de Bobo Dioulasso que Soumaïla Cissé était au Burkina pour une mission précise. Il était le président de la commission de l'UEMOA. Il n'était pas l'ambassadeur du Mali au Burkina Faso. Donc, je ne suis pas trop satisfait de la réponse de son représentant parce que moi, j'ai bien connu Soumaïla Cissé au Burkina Faso et j'ai connu aussi les actes que Soumaïla Cissé a posés dans le cadre de l'intégration des Maliens au Burkina Faso. Et comme il a juste dit, à un moment donné, Soumaïla Cissé était pratiquement présent dans toutes les activités, que ce soit de bonnes ou de mauvaises activités,
concernant toute la communauté malienne et de surcroît aussi la communauté burkinabé vivant au Burkina. Donc moi, je voulais juste contribuer pour dire que d'abord, la première mission de Soumaïla Cissé au Burkina n'était pas qu'il soit l'ambassadeur du Mali au Burkina, mais il représentait les 8 États de l'UEMOA. Merci et bonne continuation à vous. Merci pour la contribution. Alors, justement, Lionel, on revient effectivement à cette composition. 24 candidats quand même, on pourrait dire, c'est trop, mais pour un pays aussi vaste comme le Mali, ça peut se comprendre aussi peut-être. Non, moi je ne comprends pas. C'est 24 candidats, c'est trop. Mais par contre, ce qui est quand même frappant, c'est que parmi ces 24 candidats, vous avez des anciens nourrissons de IBK, des gens qui sont partis. Oui, anciens ministres d'IBK participent effectivement. 8 anciens ministres et un ancien ambassadeur qui étaient quand même au mamelles de IBK et qui se retrouvent face à lui. C'est dire à quel point quand même l'homme crée des dissensions. Je ne sais pas comment expliquer ça. Que 8 anciens ministres de IBK et c'est vrai que sous son mandat, il y a eu 3 premiers ministres également. Oui, 3 premiers ministres. Il n'a pas arrêté non, il y a eu 5 premiers ministres. 5 premiers ministres depuis son mandat. C'est trop. Donc ça veut dire que soit l'homme est difficile à vivre avec, ou soit en fait il est iconoclaste. On n'arrive pas à le positionner dans un canevas, à le définir, on n'arrive pas à travailler avec. Et donc du coup, on se retrouve avec 24 candidats en lice. Ça veut dire, c'est pour ça que je disais tout de suite, c'est la campagne des campagnes, c'est le moment où les élections, le tout est possible en fait s'organise au Mali et chacun se sent battre des ailes, capable de remporter les élections, peut-être du niveau qualitatif du président. C'est un indicateur, parce que quand vous avez beaucoup de candidats, ça veut dire que beaucoup pensent qu'ils peuvent faire mieux que le président actuel. On prend un téléspectateur qui nous appelle de Djebougou. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Aubin. Merci, bienvenue, on vous écoute. Bien, je veux quand même comprendre quelque chose. Oui. Il s'agit du représentant de Soumaïla Cissé. Bon, c'est vrai qu'on est en politique. Peut-être que nous ne maîtrisons pas tout. Le monsieur qui le représente, je l'ai suivi plusieurs fois sur des plateaux de télé, en train de défendre le MPP. À la prise du pouvoir du président Roch-Kaboré, on a vu quand même cette proximité avec le président malien. Et à tel point qu'on avait cru que quand même il y avait un rapprochement, ou du moins une alliance entre ces deux camps, c'est-à-dire le président Ibrahim Bakar Keïta et puis le président Roch-Kaboré. Mais ce qui me donne aujourd'hui, sauf si je me trompe, ce qui me donne aujourd'hui, je vois que c'est un MPP, si je peux me permettre de dire, à la personne de Yakuba Ouedraogo qui est aussi c'était à sujet de campagne. Bon, pour nous les naïfs en politique, c'est à ne rien comprendre. D'accord. Voilà. À moins qu'on se trompe, hein. D'accord. Voilà, je vais peut-être comprendre cela et si l'émission je vais avec une question de fou. Merci pour votre appel. C'est effectivement une remarque assez pertinente, mais je crois qu'il va vous l'expliquer tout à l'heure pourquoi. Vous êtes là en tant que représentant de Soumaïla Cissé. Mais... Je suis là en tant que représentant de Soumaïla Cissé. Bon, d'abord, il faut dire que Yakuba Ouedraogo était d'Africain tout court. Yakuba Ouedraogo est né au Mali et grandi au Mali, venu au Burkina Faso parce que c'est la terre de mes ancêtres. Et il est clair que je défends le Mali avec la même ferveur que je défends le Burkina Faso. Parce que si ça va au Mali, ça ira mieux au Burkina. Si ça va au Burkina, ça ira mieux au Mali. Ici, le problème qui se pose, effectivement, il y a beaucoup qui m'ont posé le problème. D'abord, il faut dire que je suis le président des Amis de Soumaïla Cissé depuis 2009 ou 10, bien avant la création du MPP. Et j'ai connu Soumaïla Cissé dans les années 94 à Ségou. Et Soumaïla Cissé et moi, au-delà de la politique, c'est comme un papa. Ce monsieur ne vient pas au Burkina s'il a le temps. Je dirais même avant de prendre son avion pour le Burkina Faso, je suis informé. S'il vient, s'il a le temps, il vient maintenant visiter chez moi. Et Roch-Kaboré, j'ai dit sur, comment on appelle la façonnette, il est clair que le MPP est un parti d'obédience socio-démocrate et Soumaïla Cissé c'est un libéral. Mais ce n'est pas parce que
la vision ou l'idéologie est le socialisme, qu'il faut forcément soutenir le socialisme qui échoue. Ici, au Burkina, le MPP est un parti bien organisé, géré par un leader charismatique, un homme d'État hors pair, qui aime son pays et qui pose des grands actes, qui pose réellement, qui suit son programme, qui est un programme bien cohérent, bien ficelé. Et ce qui nous a fait quitter le CDP, c'est un parti socialiste également. C'est ce manque, j'allais dire, de vision à un moment donné des dirigeants du CDP, c'est-à-dire de tous ces gens-là, qui nous a fait suivre Roch Kaboré, Salif Diallo, Simon Compaoré, j'allais dire aussi. Donc on comprend pour votre affinité avec Soumaïla, ça date de très longtemps. Ça date de très longtemps, voilà, bien avant la création du MPP. Et moi, je suis né au Mali, j'ai le droit de vote, pour témoigner, j'ai même voté. Vous avez voté? Bien sûr, j'ai voté pour Soumaïla Cissé. En tant que citoyen malien? En tant que citoyen malien, puisque la double nationalité, elle est acceptée au Mali. Voilà, j'ai pas choisi d'être né au Mali et j'ai pas choisi aussi d'avoir l'origine burkinabé. Et je suis fier des deux nationalités. D'accord. Voilà. Merci. Alors oui, on était effectivement sur ces multiples candidatures. Juste avant, moi, je veux juste remercier le téléspectateur qui a posé la question, parce que si j'avais l'historique qu'il avait, si je vous avais connu au MPP, j'aurais posé la question peut-être avant qu'on ne démarre l'émission. Mais c'est bien d'avoir clarifié ça ainsi. Effectivement, Aubin, on arrive justement aujourd'hui au Mali à avoir... Avant, quelqu'un nous appelle de la Côte d'Ivoire, Monsieur Cissé. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette émission, on vous écoute. Oui, bon, je vais participer à l'émission. Allez-y. Allez-y, on vous écoute. Oui. Bon, je suis beaucoup parfaitement d'accord avec le monsieur répondant de Soumaïla Cissé. En fait, nous sommes les hors de la Côte du Burkina. Chaque fois qu'on veut se prononcer, on nous traite de tout ce qui en est de l'autre côté. Enfin, nous sommes tous des Burkinabés. Quel que soit, nous avons tous l'amour de nos deux pays. Je suis beaucoup d'accord avec lui et c'est une bien très d'accord. D'accord. Merci. C'était tout ça. Merci beaucoup. Vous nous appelez depuis la Côte d'Ivoire. Oui, de Côte d'Ivoire. Merci. Ensuite à vous. Donc je disais que c'est un cas d'école en fait qu'on aura aussi à observer du côté du Mali, cette diaspora qui se mobilise et qui est très organisée pour le cas du vote en fait des Maliens de l'étranger. Aujourd'hui, là-bas, la diaspora vote. Oui, la diaspora vote à Ouagadougou, à Bobo, à Bagnolet, à Meaux ou encore, si vous voulez, à Montreuil. La diaspora malienne est allée voter et choisir. 452 000 inscrits. Donc oui, c'est très important et peut-être que c'est là qu'on devrait aller chercher la recette. Ça marche chez eux depuis longtemps et nous, on va s'y mettre dans 2 ans. Comment ils ont fait et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et tracer notre propre sillon dans ce domaine-là. C'est aussi un cas qu'il faut regarder de près et se dire, bon voilà, une diaspora très dynamique, impliquée et qui se sent aussi concernée, parce qu'ils sont quand même assez nombreux à s'être inscrits et à être mobilisés. Moi, je suis convaincu que ceux qui vivent à l'étranger sont très soucieux de l'avenir de leur pays et ils prennent très au sérieux le droit de vote et font ce devoir-là en tant que... C'est une manière pour eux d'exprimer leur appartenance à la nation. Et je crois que l'adhésion de la diaspora est quelque chose de très important. Et nous, au Burkina, Inch'Allah, en 2020, on connaîtra ces élections. C'est vrai qu'il y a même des candidats comme Igor Diarra, par exemple, Mamadou Igor Diarra, qui est de la diaspora également. Et autour de lui, tout le staff, ce sont des Maliens de France qui sont là. Il y a plein comme ça du côté du Mali. C'est qu'il faut dire. Il faut dire qu'au Mali, le Mali a connu quand même des ministres burkinabés. Le monseigneur de Bamako, c'est un zerbo. Au Mali, l'intégration, elle est totale. Elle est totale. On prend quelqu'un en ligne. Voilà. Monsieur Camara nous appelle de Ouagadougou. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Camara. Oui, bonsoir. On vous écoute, allez-y. Oui, je voulais participer à l'émission. Je suis avec beaucoup d'intérêt. L'intervention des différents participants. Merci, on vous écoute. Voilà, et je voulais confirmer un peu ce que le représentant de Soumaïla a dit par rapport à son social quant à la participation des événements au Mali. Oui, Soumaïla est toujours présent pendant qu'il était là. Moi, je suis membre des fonctionnaires maliens résidant au Burkina, donc je peux témoigner ça. Et je pense qu'en toute honnêteté, tous les Maliens qui sont là, représentants, peuvent témoigner cela. Mais je ne dis pas que je suis pour Soumaïla.
mais c'est une vérité. Je n'ai même pas voté pour Soumaïla. Mon candidat, c'est Cheikh Modibo Diarra. D'accord. Mais la réalité, c'est une seule chose, quoi. Tout ce qu'il est en train de dire là, je confirme ça, quoi. Que c'est quelqu'un d'humain, de sociable, hein? Oui, il est très sociable. D'accord, merci. Oui. Bien vrai que dans son ethnie, on dit dans son ethnie, au Mali souvent qu'ils ne sont pas sociaux, qu'ils s'aident seulement eux-mêmes. Mais nous pensons que nous, on a dépassé ces stades-là à l'heure actuelle, là. Le Mali, la jeunesse malienne est en notre voie, quoi. Et cela peut se justifier par le fait que Rasbat peut être avec Soumaïla et laisser son papa, alors qu'il pouvait faire, il avait tous les choix, parce que la jeunesse, il y a une jeunesse vraiment qui le suit, sans se mentir. D'accord. Voilà. Merci pour l'émission, merci à tout le monde. Merci. Voilà, je m'excuse si j'ai offensé quelqu'un. D'accord. Alors, Siaka Koulibaly, il revenait tout à l'heure sur la question de la région, mais il faut dire que sa femme est du centre et elle est populaire au niveau aussi de la région, m'a-t-on dit, du côté de Bamako. Ça aussi, c'est un atout pour le candidat. Ça veut dire que cette barrière ethnique, aussi ces considérations, entre 2013 et 2018, les choses semblent avoir suffisamment évolué. Oui. Et pour certains, le bilan aussi du président sortant n'arrange pas les choses pour son... voilà, les choses. Pour le soutien, par exemple, pour Rasbat, on a dit qu'il ne veut pas de portefeuille ministériel, mais il veut être à l'Assemblée nationale pour continuer à animer les choses de ce côté-là. Ça aussi, ça veut dire que quelque part, il y a des... C'est monnayé, c'est pas gratuit aussi. Oui, tout à fait. Par rapport à la donne sociologique, il faut dire que le Mali est le contexte dans lequel cette question peut évoluer le plus vite, à cause donc de l'intégration sociale qu'il y a déjà dans ces pays-là. Il est très difficile de faire la différence entre les gens, quoique il y ait un certain niveau de communication sociale où on parle beaucoup des origines des gens avec ce facteur de la parenté à plaisanterie qui est beaucoup utilisé là-bas. Donc, c'est le contexte où, malgré ces différences des régions, le bilan va finalement être le facteur qui va jouer le plus dans le choix des Maliens pour cette élection-ci. Vous avez vu que les uns penchent pour Soumaïla Cissé par rapport à son profil de gestionnaire d'État. Les autres penchent pour Modibo Diarra pour son rôle dans la transition et puis son profil d'astrophysicien à la NASA, ainsi de suite. Donc, c'est très important que les facteurs objectifs viennent dominer les facteurs socio-culturels. Les autres considérations. Voilà. Alors, quelqu'un nous appelle de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Il est parti apparemment. On a un peu duré. D'accord. On va poursuivre effectivement pour parler de ces multitudes de cas. Une seule femme parmi les 24. Elle n'entend pas se laisser faire, mais pas forcément évident. Mais déjà, forcément, le second tour va forcément se dessiner. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Mais après, c'est les tendances qui vont devoir les alliances qui vont pouvoir se dessiner après, aussi autour des deux candidats, forcément. C'est pour ça que je dis que faut pas trop tirer le vin du IBK out. Monsieur Larba nous appelle de Bogandé. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute, monsieur Larba depuis Bogandé. Oui, c'est pour participer à l'émission. Oui. Allez-y, on vous écoute. Allô? Il est parti. Oui, je disais qu'il ne faut pas trop tirer le vin du IBK out parce que c'est pas joué d'avance. Et effectivement, s'il y a un second tour, on peut avoir des situations de revirement en fonction justement des... Certains observateurs prêteraient des proximités entre Modibo Diarra et Ibrahim Boubacar Keïta, justement. Voilà, bon, après, dans la balance, tout dépend du suffrage, du positionnement de tout un chacun. Un Modibo qui sortirait avec des voix assez faibles ne ferait pas grand-chose, en fait, même s'il allait se jeter dans les bras d'IBK. Tout dépend justement de l'équilibrage, en fait, des voix qu'on aura. Mais moi, je dis que ces élections, effectivement, pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas trop en fait se prononcer tant qu'on n'a pas justement les premiers résultats. Et ensuite, on peut imaginer, suivant les passes d'armes nocturnes,
les alliances qui pourront se faire. Siaka parlait tout à l'heure en fait du caractère sociologique par rapport à la parenté à plaisanterie au Mali. Le Mali, c'est une civilisation quand même assez longue, de griots, de castes, mais aussi de grandes familles qui se sont fait connaître durant toute cette épopée-là. Et donc aujourd'hui, on retrouve toujours ces familles-là qui sont pesantes. Même si la jeunesse aujourd'hui est très regardant de la valeur du programme politique, il n'empêche en fait qu'on a toujours des directives, soit patriarcales de grandes familles, ou encore des directives religieuses. On a vu les religieux, des appels à voter pour certains candidats. Et là, c'est peut-être parce qu'on est au Mali qu'on arrive encore à maîtriser en fait et qu'il n'y a pas de glissement. Parce que moi, je trouve ça assez dangereux. Monsieur Tanagda nous revient d'Abidjan. On va le prendre. Bonsoir, Monsieur Tanagda. Bonsoir, monsieur. Bienvenue à ce plateau spécial. On vous écoute. Voilà, c'est juste pour poser une petite question qui me fatigue depuis un bon moment. Oui. Les élections, comment on appelle, diaspora burkinabé. Si, parce que c'est des millions qu'on va dépenser pour que nous on vote. Est-ce que si on prend pour investir au Burkina Faso, c'est pas encore mieux que nous on dépense sur nous pour que nous on puisse voter? Je voudrais savoir un peu. Pour vous, il faut que l'État s'investisse pour que vous puissiez voter, c'est ça? Non, non. Je ne veux pas que nous... Si l'État doit dépenser pour que nous on vote, c'est pas la peine. Ah, ok, d'accord. Pour vous, voilà, il vaut mieux économiser. Hein? Que l'État dépense des fortunes pour que diaspora vote. D'accord. Merci, merci. Merci quand même pour votre préoccupation. Lui, il estime que si l'État doit dépenser, engager beaucoup d'argent pour le vote des Burkinabés de la diaspora, lui, il estime que c'est pas la peine. Il faut orienter cet argent vers d'autres priorités, peut-être. Bon, c'est une parenthèse. Hein? Mais c'est pragmatique. Hein, ce qu'il dit, c'est le souci du Burkinabé à l'étranger qui se soucie de ceux qui sont restés au pays. Si c'est pour moi que vous êtes en train de cotiser, laissez, gardez ça chez vous, aidez-vous et moi, ça va aller. Mais, par contre, dans un terme politique, on a le droit aussi de faciliter l'accès à la décision du chef d'État, au choix du chef d'État à ces Burkinabés de l'étranger, parce qu'ils sont Burkinabés à part entière et leurs mots, leur avis comptent aussi pour la construction de la nation. Surtout si on veut qu'ils se sentent plus concernés à ce qui se passe au pays aujourd'hui que hier, il faut leur permettre justement de voter. Même si ça nous coûte de l'argent, ne vous inquiétez pas, on va serrer les ceintures pour vous, on va faire. Et c'est très bien. Monsieur Souman nous appelle de Ouagadougou, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bienvenue, on vous écoute. Ok, ma question, je vais poser une question par rapport à Soumaïla Cissé, concernant son programme énergétique. Le programme énergétique Soumaïla Cissé, je vais poser une question concernant Soumaïla Cissé. Oui. Voilà, au fait, je l'ai suivi la dernière fois sur une chaîne africaine, sur 14 minutes pour convaincre. Oui. Voilà, lors de l'émission, il a parlé de son programme économique, oui, le volet énergétique. Il dit que, je cite, c'est la question, je pose la question à M. Ouedraoui Yacouba qui est le porte-parole de M. Soumaïla Cissé sur le plateau. Je veux comprendre, au fait, comme il est du MPP, est-ce que c'est pas possible? C'est-à-dire que Soumaïla Cissé, il veut prendre les différents parts de chaque mine qui se trouve au Mali. L'État malien a des parts dans chaque mine, mais les parts sont minoritaires. Il veut regrouper ces différentes parts-là dans un grand actionnariat pour pouvoir mieux booster le volet énergétique des mines. Allô? Oui, allô, oui. Voilà, ok. Moi, je veux comprendre. J'ai trouvé ça un peu pertinent, donc je veux savoir, est-ce que c'est pas aussi possible que M. le porte-parole de Soumaïla Cissé essaie de voir si c'est pas possible également impliquer ça ici au Burkina Faso? Implémenter cela au niveau de Burkina. Vous trouvez que c'est une idée pertinente, justement? En tant que qui est dans le BCN, est-ce pas possible aussi de je sais que c'est pertinent. S'il peut aussi informer ses amis au MPP pour réfléchir un peu à ça. C'était la question. D'accord. Merci. Naturellement, on va essayer de l'esquiver intelligemment parce que on est là pour parler du Mali, du programme des élections, du programme de mon candidat, tout ça. Bon, mais il estime que le programme, oui, non, je sais, parce que a un point important sur l'énergie. Au-delà de ces points, si vous prenez les 5 piliers du programme de Soumaïla Cissé,
Mais c'est un programme bien élaboré, bien cohérent. D'ailleurs, je dirais que c'est le seul candidat qui a un programme bien ficelé. Si vous avez suivi un peu les informations sur RFI et autres, tous les observateurs, les analystes politiques trouvent son programme très pertinent. Programme très pertinent en Afrique. La réalité dans les urnes, c'est autre chose. Sinon, aujourd'hui, si nous devons réellement porter quelqu'un pour le bien-être des Maliens, pour réellement, comme on appelle, un mandat de 5 ans bien réussi, et pour le Mali et pour la sous-région, je pense que on ne devrait même pas penser à un second tour. Soumaïla Cissé allait être élu dès le premier tour. Takokele. Mais en Afrique, il faut tenir compte de beaucoup de paramètres en matière d'élection. Il a dit quelque chose qui est très important. Le Mali, c'est quand même une communauté où il y a assez de ramifications familiales, de cousinage, ainsi de suite. On peut même voter pour quelqu'un, en réalité, qui ne peut pas apporter grand chose à la communauté. Mais c'est le fait qu'il est le cousin ou il est lié à un... C'est un grand frère du quartier. Mais ce qui a joué sur Soumaïla Cissé en 2013. Et aujourd'hui, heureusement, je suis très content que les Maliens aient compris que le développement n'est pas ethnique. Que les Maliens aient compris que la compétence n'a pas de région ni de famille. Vous voyez, Soumaïla Cissé est du Nord, mais moi j'ai toujours dit que c'était Malien. Et le Mali est un et indivisible. Que tu sois du Nord ou que tu sois de l'Est ou que tu sois du Centre, si tu peux apporter quelque chose au développement du Mali. C'est ce que la tradition malienne même enseigne. Un Burkinabé qui est né au Mali ou un Ivoirien ou une autre nationalité qui est né au Mali, je vous jure que dans ta localité, tu ne peux pas savoir que tu es un étranger. Voilà. C'est vrai que l'homme dit vouloir restaurer l'espoir pour les Maliens. On sait que c'est un économiste, un bon économiste qui a fait ses preuves ailleurs, effectivement. Mais comme le dit, il y a le programme, mais il y a aussi la réalité quand on est au pied du mur. C'est pas toujours forcément avoir les moyens de sa politique. Il y a aussi cette réalité qui est là. Il y a aussi l'environnement, le contexte, sécurité et tout ça, qui fait que parfois, les gens ne votent pas forcément les programmes. Hein. C'est aussi cela. Oui, c'est clair que dans les pays africains, lié au taux d'analphabétisme qui concerne la plupart de nos pays, il est assez difficile d'avoir une masse critique de personnes qui aient un niveau suffisant d'appropriation de ce facteur politique électoral qu'est le programme. C'est pour ça que l'argent d'ailleurs compte pour beaucoup. Voilà. Hein. On apprend que l'argent a suffisamment circulé. Oui, l'argent circule, mais campagne. Il y a surtout ces réseaux des relations sociales qui sont très importants au Mali. Vous avez des associations de groupes, de familles qui sont automatiques. Quand vous dites Sidiki Diabaté soutient Ibeka, moi je sais pourquoi. Quand vous dites Modibo Keïta pourrait Salif Keïta ou Modibo Diarra pourrait balancer pour Ibeka, c'est lié justement à ces questions-là. Donc, il y a des paramètres qui agissent. Le plus important, moi, je considère dans cette élection présidentielle au Mali, c'est la progression de Soumaïla Cissé, qui démontre qu'il y a une prise de conscience, justement, de ce fait qu'il faut aller sur des paramètres objectifs, des compétences de ceux qui vont diriger le pays, pour le sortir des différentes situations. Il se présente comme un homme de consensus, finalement. Voilà. Mais il y a dans les propositions de Soumaïla Cissé, un élément que j'ai retenu, c'est sa volonté de vouloir faire la paix avec les groupes du Nord. Et ça, c'est extrêmement important, à mon avis. C'est-à-dire, c'est de mettre derrière nous ces questions qui ne finissent jamais, de la question de l'Azawad, et aujourd'hui son aggravation avec AQMI, le groupe État islamique au Sahel. Le fait d'être du Nord pourrait être un atout? Ça peut être un atout pour régler ces questions-là. Parce que comme on l'a dit, les paramètres sociologiques fonctionnent encore. Donc il peut avoir un atout pour le faire. Encore faut-il qu'il soit élu. Donc on va peut-être attendre les premières tendances, les estimations du milieu de la nuit pour voir s'il peut déjà être au second tour. Et au second tour, c'est une autre question qui intervient, sa capacité à convaincre les autres fragments donc de l'électorat malien à construire un gouvernement qui puisse intégrer ces gens-là, non seulement en termes de répartition des ressources humaines disponibles, mais surtout en termes d'agrégation des intérêts de ces différents groupes-là. Donc c'est une autre capacité qu'il va falloir démontrer.
pour pouvoir aller effectivement à la victoire finale après le C'est vrai que derrière les candidats, ce sont des plateformes, des alliances qui soutiennent, notamment avec Souleymane Cissé. Il y a Tiblé Dramé qui est son directeur de campagne, celui-là qui a conduit les négociations. Il y a des réseaux politiques qui sont derrière. C'est vrai qu'on dit que l'homme, il est consensuel, Soumaïla Cissé, mais dans la perspective qu'il y aurait peut-être des tentatives de fraude, vous avez des gens qui, comme Tiblé Dramé, qui ont le sang chaud. Vous avez l'activiste dont on parle en question, Rasbat. Ça veut dire qu'à ce niveau aussi, il faut craindre au cas où les résultats sont quelque peu contestés quand même. Hein? Oui, c'est là que c'est quand même assez compliqué parce que déjà qu'avant les élections même, il y a eu cette odeur de fraude qui a été révélée à coup de conférence de presse. Il faut s'attendre à ce que justement après les résultats d'un camp ou de l'autre, hein, que ce soit Ibeka qui gagne ou encore que ce soit le camp de Soumaïla Cissé qui gagne ou un autre candidat qui gagne, ce qui est redoutable en Afrique, c'est la contestation. Après les élections, la contestation est très redoutable. D'accord. On me fait signe qu'il est l'heure malheureusement. On va mettre fin à ce plateau spécial. Merci Lionel Bilgo d'être passé sur ce plateau. Merci Yacouba Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes donc le directeur adjoint de campagne de Soumaïla Cissé au Burkina Faso. Vous venez de voter et vous êtes confiant pour votre candidat. C'est bien ça. Avec nous également Siaka Koulibaly. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce plateau spécial consacré à l'élection présidentielle malienne. On attendra de voir les tendances dans les heures qui suivent et on pourra en tout cas revenir avec d'autres plateaux spéciaux pour parler de cette élection présidentielle au Mali, pays voisin. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.